J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Cheryl McDonald, qui est un docteur en sociologie. Merci de faire ça pour nous, Cheryl. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être nous expliquer rapidement c'est quoi ton parcours scolaire et quelle est ta spécialisation d'études. D'accord, donc j'ai un bac, une maîtrise, un doctorat en sociologie. J'ai toujours étudié la masculinité et le hockey. Ça a commencé avec l'initiation, disons le hazing et la violence. Ensuite, j'ai passé vraiment à la masculinité, qu'est-ce que ça veut dire être un homme dans le hockey. Et pendant mon doctorat, j'ai étudié l'homosexualité, l'homophobie. J'ai déjà travaillé au niveau universitaire, junior majeur, midget, mais enfin en bas 18, le triple A, et aussi des anciens de la Ligue nationale. Et bon, au cours de tes recherches, explique-nous un peu qu'est-ce que tu voulais trouver puis comment tu t'es intégré aux équipes de hockey parce qu'on sait que les équipes de hockey, c'est souvent des cercles assez fermés. C'est une dynamique assez spéciale des équipes de hockey. Alors, que cherchais-tu à comprendre, savoir puis comment t'es-tu intégré à ces équipes-là? Ce que je cherchais à comprendre vraiment, c'était qu'est-ce que ça veut dire être un homme ou de bien agir comme un homme dans le hockey. J'ai trouvé que c'est plutôt une question d'être macho pendant les années, il y avait beaucoup d'homophobie, moins aujourd'hui, d'être très tough, disons, physiquement, mentalement. Mais pour m'intégrer dans la culture, en fait, c'était une question de trouver un homme qui était capable de convaincre aux gens que j'étais quelqu'un qui allait bien agir dans la chambre. Quelqu'un qui allait pas vraiment être peur. Je pense que des fois dans le hockey, quand on entend, disons que quelqu'un est féministe, ça peut faire peur un peu. C'est ça, moi je fais pas vraiment peur à personne, je pense pas au moins. Mais non, c'est ça, il y avait un membre de ma famille qui était mâle, qui était dans la communauté de hockey, puis qui a vraiment je pense que le terme est advoqué, je suis pas certaine, mais c'est ça. Il a été demandé à plusieurs équipes, plusieurs entraîneurs de me laisser entrer, parler avec eux, et c'est ça. J'ai eu ma légitimité d'un autre homme que j'aime pas vraiment, mais c'était une manière de commencer. Et quelles ont été tes principales observations à partir du moment où tu as commencé à t'intégrer aux équipes de hockey? Quel a été ton principal constat? C'est ça. J'ai trouvé que c'est un environnement très fixé sur le machismo, disons, le bravado, à être fort physiquement, mentalement, beaucoup de parlage des femmes et le sexe, beaucoup de langage anti-gay ou langage homophobique. Et je trouve surtout au niveau junior, on parle un petit peu plus du partying, c'est ça. Mais comme j'ai dit, je veux vraiment mettre de l'emphase sur le fait que je vois du progrès. Quand j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était très macho et anti-gay surtout, mais moins aujourd'hui qu'avant, c'est certain. Et moins aujourd'hui, mais d'une certaine manière, comment ça se fait qu'on a encore, d'une certaine manière, ce problème-là? Est-ce que ce problème-là, il est plus grand dans le sport que dans la société en général? Je pense que ça dépend vraiment du domaine. Surtout, on a de la recherche qui montre que le sport agit un peu moins vite que le restant de la société. Euh, donc, par exemple, je peux vous dire que si moi j'utiliserais du langage anti-gay,
dans mon emploi. C'est certain que je vais peut-être même perdre mon emploi, mais dans le hockey masculin, je veux dire, il y a surtout des suspensions, des affaires de même pour ce langage-là, mais c'est beaucoup plus accepté. Même chose avec le langage à propos des femmes, le langage sexiste. De nouveau, moi, dans mon emploi, il y a des chances que je perdrais mon emploi, mais dans le hockey, c'est très, très normal. Je suis un peu embêté par le terme normal. Est-ce que ce normal-là, il est encore normal aujourd'hui? Au sens où est-ce que ce comportement-là, il est encore vu normal? Et j'imagine que le terme normal est entendu comme utilisé par la majorité des joueurs, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on entend par normal ici? Oui, je suppose que en disant normal, moi, je veux vraiment dire commun. Le langage antillais est surtout très commun. Et puis, moi, personnellement, j'ai trouvé que quand je fais des entrevues, par exemple, 1 sur 1, avec les joueurs de hockey, ils parlent pas de même. Comme souvent, ils utilisent pas ce langage-là. Ils sont même capables de me dire qu'ils sont contre ce langage-là, mais en groupe, c'est plus commun d'utiliser le langage. Donc, je pense que c'est vraiment une question de contexte, d'environnement, parce qu'ils comprennent que à l'école, avec leurs parents, s'ils ont des copines, par exemple, avec moi, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce langage-là, c'est pas correct, mais entre eux, c'est acceptable, donc c'est plus commun. Qu'est-ce qui explique que entre eux, ce soit plus acceptable et que dans d'autres paramètres, ils puissent avoir un comportement qui est, disons, plus acceptable? Je vais utiliser ces termes. Je suis pas certaine que j'ai compris la question. En gros, est-ce qu'il y a un effet de groupe dans une équipe de hockey qui fait en sorte que le comportement change? Parce que vous me dites qu'avec les parents, bon, ils n'auraient pas un comportement, disons, antillais, ou ils n'auraient pas un comportement avec vous qui serait peut-être antillais, mais dans un cadre d'équipe, il y en a plus qui ressortent, disons. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Ah bon. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de vouloir être accepté par le groupe. Donc, je pense que si on n'utilise pas ce langage-là dans le contexte du groupe, on est vu comme différent. Donc, je pense que c'est vraiment une question de vouloir être accepté et alors on utilise l'humeur que le groupe utilise parce que le langage antillais, c'est surtout avec les coéquipiers, c'est vraiment une question de blague et pas vraiment nécessairement d'insultes. Alors, je pense que c'est ça, c'est vraiment une question de se voir comme membre du groupe et de ne pas vouloir être attaqué par les autres si on est différent. Donc, c'est même si on n'est pas d'accord avec ce type de langage, il l'utilise quand même juste pour être accepté. Et comment est-ce qu'on passe du modèle inverse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ferait pour rendre ce qui est acceptable, comment je pourrais dire ça? Comment est-ce qu'on ferait pour passer le discours anti-gay, si lui maintenant qui est le discours commun est acceptable au sein d'une équipe de hockey, par exemple, ou d'une équipe sportive? Comment le discours anti-gay devient cool au sein de l'équipe de hockey, si on veut? Donc, si j'ai bien compris la question, je pense que ce discours-là a été passé aux jeunes de leurs coéquipiers, j'allais dire leurs frères et sœurs, mais plutôt leurs frères, je pense, par leurs parents, souvent leurs pères. Je pense que c'est quelque chose qui était plus commun dans le passé et on donne nos coutumes aux jeunes et c'est comme ça qu'ils les prennent. Et aussi avec les entraîneurs, je devrais dire aussi, c'est beaucoup important. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a devenu cool. Parce que le hockey masculin est, je pense que le terme que je cherche est très homogène. Donc, le langage qu'on utilise est très similaire. Leur apparence, souvent, la manière qu'ils
comme leurs vêtements, désolé, beaucoup la même chose. Leurs points de vue sont souvent similaires, donc je pense que utiliser un vocabulaire comme les autres, c'est très important pour être accepté. C'est pour ça que c'est encore si commun et si acceptable, parce que c'est ça qu'ils ont fait pendant tellement longtemps que c'est difficile de changer. OK. Alors, maintenant, vous m'avez dit quand même, on va être un petit peu positif, là, que vous voyez des progrès depuis le début de vos recherches. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour continuer à progresser? C'est quoi les outils ou les façons de faire pour amener les choses ailleurs? Je pense qu'on fait vraiment très bien déjà avec la visibilité. Donc, voir des athlètes qui participent dans des parades, par exemple, ou sur leurs médias sociaux, partager des messages inclusifs. Je pense que ça, c'est très important, surtout au niveau junior majeur. Les athlètes sont des célèbres un peu, surtout dans leur communauté, dans leur village, ville. Il y a plusieurs jeunes qui leur utilisent comme des modèles. Donc, je pense que ça, c'est très important, mais en même temps, je pense que l'éducation est aussi très importante. On le fait déjà, surtout dans les écoles, il y a de l'éducation sur le genre, la sexualité, l'égalité, les affaires de même. Mais je pense aussi que, comme par exemple, ce que moi je faisais, c'était des ateliers sur le genre et la sexualité avec les équipes de hockey. Je leur apprenais du vocabulaire ou j'expliquais pourquoi que le hockey était unique dans cette situation. Donc, c'est ça, la visibilité d'un côté et l'éducation de l'autre. Est-ce que c'est spécifique au hockey ou c'est assez problématique dans l'ensemble du sport? Parce que ça reste quand même toujours, en tout cas, je vais parler pour la question de l'homosexualité. Dans la population en général, c'est en tout cas, j'espère et j'ose penser que c'est accepté, mais dans le monde du sport, quand quelqu'un déclare son homosexualité, ça reste encore une grosse histoire. Et comment ça se fait qu'en 2020, ça reste encore une grosse histoire, alors que ça devrait être la normalité des choses? Je pense que le hockey est tellement important pour nous au Canada que n'importe qu'est-ce qui arrive dans le hockey, c'est ressenti beaucoup plus fortement que les autres domaines de notre société. Donc, parce que le hockey, c'est une business, c'est partie de notre économie, c'est partie de notre socialisation, c'est partie de notre culture. C'est quelque chose qui touche plusieurs parties de nos vies au Canada, plus que les autres sports. On ressent plus fortement tout ce qui arrive. Donc, d'un côté, le hockey nous aide à comprendre nos normes, si tu veux, ou nos règlements culturels. Mais de l'autre côté, on peut changer nos règlements culturels à travers du hockey aussi. Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'on peut apprendre comment agir à travers du hockey, mais en même temps, on peut utiliser le hockey pour montrer au monde comment agir. C'est une question de positif-négatif, en fait, ce que je veux dire. Oui, c'est très pertinent parce que ça veut dire que d'une certaine manière, le hockey pourrait servir de catalyseur de message, si on veut, d'accélérer le message parce que c'est tellement gros, c'est tellement important, comme vous le dites, pour nous au Canada. Et s'il fallait qu'il y ait des progrès significatifs dans le hockey, ben ce serait tout un pas vers l'avant. Je pense que vous faites bien de le mentionner. Je veux m'adresser à la fan de hockey maintenant. Vous, ça part de où votre passion du hockey? Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné de hockey après avoir étudié un côté un peu plus sombre du hockey? C'est une très bonne question. Donc, j'ai grandi à la maison avec un père qui était partisan des Canadiens de Montréal. Donc, pour moi, Patrick Roy était mon joueur préféré. Mon père était gardien, moi j'étais gardienne. Mais vraiment, j'ai
j'ai trouvé ma passion pour le hockey en regardant les Wildcats de Moncton, en fait. Mais vraiment, il y avait un jour, je pense que peut-être c'est 1998, je me rappelle pas précisément, mais les Wildcats ont invité Stacey Wilson à une de leurs parties. Je pense que c'était à l'entour des Olympiques. Stacey Wilson était capitaine de l'équipe féminine du Canada. Elle vient du Nouveau-Brunswick et je l'ai rencontrée au match des Wildcats. Et ça, c'était la journée que j'ai appris que les filles peuvent jouer au hockey aussi. Donc, c'est là que ma passion a vraiment débuté parce que j'ai compris que j'étais capable de participer moi aussi. Et ça continue de là. Mais pour adresser votre deuxième question, des fois, c'est difficile d'attendre un mot avec le hockey parce que des fois, dans mon emploi, je trouve les problèmes, je trouve ce qu'il y a de mal, je trouve les malaises dans le hockey et des fois, le progrès vient pas aussi vite que j'aimerais. Donc, c'est décourageant un peu des fois. Et pour être honnête, c'est ça la raison que j'ai pas mal arrêté de faire la recherche sur le hockey. J'ai commencé à faire de la recherche avec d'autres sports parce que des fois, je trouvais que c'était trop pour moi, honnêtement. Mais c'est ça, je pense que à la fin de la journée, pour moi, je faisais partie des changements positifs dans le sport et c'est important pour moi que je me couche le soir puis je me sens comme si moi je fais des changements positifs. Donc oui, des fois c'est difficile d'être en amour avec le hockey, mais c'est ça. Je me sens bien en même temps parce que j'essaie de faire le change et être le changement. Alors il faut, moi je pense qu'il faut mettre de l'emphase sur le positif. Ben, en fait, le simple fait qu'on en parle et qu'on a une discussion assez longue sur le sujet, il y a peut-être déjà 5, 6 ans, on n'aurait peut-être même pas vu ça. Là. Alors, déjà, je pense que vous pouvez dire en partie mission accomplie. Et si vous avez délaissé un peu les études sur le hockey, peut-être que dans 5 ans, vous reviendrez sur les études sur le hockey pour constater les progrès et constater l'avancement, dans le fond, qui a été fait parce qu'on espère de continuer à avancer. À quel point les joueurs peuvent être un outil d'avancement et qu'est-ce que les joueurs doivent faire spécifiquement pour continuer à avancer dans la bonne direction? Je pense que les joueurs devraient être ouverts à l'idée d'apprendre. Donc, les joueurs qui connaissent déjà beaucoup sur le genre, sur la sexualité, les joueurs qui n'ont pas de problème, disons, avec l'homosexualité, les affaires de même, je pense que ils devraient focuser sur la visibilité, comme j'ai dit. Donc, pour moi, c'est participer dans des parades ou être sur les médias sociaux, partager des messages inclusifs, des affaires de même. Mais pour ceux qui comprennent pas ou qui veulent pas participer, là, pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. C'est de bien comprendre pourquoi ils sont pas intéressés ou pourquoi ils comprennent pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Et ensuite, trouver des manières de leur montrer que avoir un coéquipier gay ou transgenre, c'est vraiment pas la fin du monde. Et trouver des manières de leur faire comprendre ça, que c'est un humain, c'est une personne, puis dans le hockey, c'est un membre de ta famille. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des gens comme Brock McGillis qui partagent leur histoire et leur trajet dans le hockey pour vraiment mettre de l'emphase sur l'aspect humain du sujet. Est-ce que c'est plus difficile pour les joueurs d'âge junior de gérer avec ces sujets-là que des joueurs professionnels dans la fin vingtaine ou la trentaine? Je ne sais pas, je pose la question parce que vous avez étudié un petit peu les deux. Dans lequel cas c'est plus compliqué de gérer ces dossiers-là? Oui,
c'est moins facile au niveau junior majeur. Je pense que les athlètes juniors majeurs sont rendus à un point dans la vie qui apprennent à être des adultes. Ils commencent, plusieurs d'eux autres commencent leur carrière, donc il y a certains risques. On veut être accepté par le groupe, on veut bien jouer et on veut devenir adulte. Donc, à ce niveau-là, spécifiquement, c'est plus important de se prouver comme un homme, de se prouver comme un athlète. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de pression. Puis je pense que souvent, dans ce cas-là, c'est plus facile de rien dire sur les sujets tabous, comme le genre de la sexualité. Des fois, c'est plus facile d'en pas parler pour pas causer de vagues, disons, socialement, et juste être accepté. Donc, oui, c'est plus difficile d'être unique à ce niveau-là et aussi il y a beaucoup plus de pression. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est tellement différent. Parce que, disons, au niveau de la Ligue nationale de hockey, eux ont moins à prouver. Ils sont déjà des adultes. Nos deux autres qui ont des épouses, des familles. Ils ont déjà fait de l'argent. C'est compétitif, sûrement, mais il n'y a pas le même type de pression. C'est quoi la principale différence que vous avez constatée depuis le début de vos recherches puis ce qu'on voit aujourd'hui? La compréhension. Je pense que même si pas tout le monde accepte, les gens dans la communauté LGBTQ, ils comprennent au moins. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est que quand j'ai commencé cette recherche en 2011, il y avait probablement personne qui aurait pu me dire qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ, comme quel mot est-ce que ces lettres-là signifient. En 2014, j'ai travaillé avec U18. À peu près la moitié d'eux autres étaient capables de me dire, mais aujourd'hui, quand je rentre dans les vestiaires, si je demande qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ, il y a pas mal tout le monde qui peuvent me dire qu'est-ce que ça signifie. Donc, pour moi, c'est vraiment que la compréhension est plus élevée. C'est le plus gros changement que j'ai vu. L'inclusion, surtout, est mieux. Les athlètes, comme un groupe, sont plutôt plus ouverts, mentalement, sont plus inclusifs des gens qui ne sont pas comme eux autres. Mais pour moi, vraiment, c'est la compréhension. Qu'est-ce que c'est une femme qui rentre dans un vestiaire de hockey de façon prolongée pour étudier des joueurs de hockey? Déjà étudier des joueurs de hockey, rentrer dans la bulle, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que c'est quand on est une femme chercheur? Pour moi, ça a changé pendant les années. Au début, je pense qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui ne voulaient pas me laisser rentrer dans les vestiaires, qui ne voulaient pas même me laisser parler aux athlètes parce que j'étais une jeune femme, donc je pense pas qu'ils savaient mes intentions. Je me suis déjà fait accuser d'être en train de chercher un copain, mais c'est vraiment pas ça le cas. Je pense que le plus que je connais à propos du hockey, le moins que je veux trouver des relations amoureuses dans la communauté. Mais c'est ça. Puis aussi, j'ai déjà dit, mais juste pour mettre de l'emphase, je pense que des fois, quand on entend qu'il y a une femme qui étudie le genre, la sexualité, on pense, ça devrait être comme une féministe fâchée, donc elle va juste trouver qu'est-ce qu'il y a de mal avec le hockey, puis pas bien nous représenter. Puis c'est vraiment pas ça le cas pour moi. Surtout, je veux affecter du change, mais en même temps, je suis pas là pour m'astiner avec le monde. Puis, je pense que à travers de faire cette recherche je deviens plus reconnue dans la communauté. Donc, ces jours-ci, c'est beaucoup plus facile parce que le monde me connaît, ils voient dans les médias, sur la télévision. Ils ont déjà entendu parler de moi. Donc, pour la plupart, ils savent que je fais du travail important et c'est important de m'aider. Et je suis pas tellement peureuse. Alors, c'est ça. Je pense que
des fois, une de mes plaintes serait que le sexisme est encore un problème. Donc, des fois, il y a même des entraîneurs ou d'autres personnels ou des athlètes qui pensent que c'est correct de faire des commentaires sexuels, par exemple, envers moi. Puis, il n'y a rien qui m'a vraiment enragée, disons. Donc, la plupart du temps, je laisse faire. Mais c'est ça, c'est une culture où ça a l'air très accepté de faire des commentaires sexuels à propos des femmes ou envers des femmes. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu beaucoup, mais ça arrive. Mais non, c'est ça. Autre que ça, les gens sont très respectueux et ouais, ça va bien. Ben, on tient à vous dire qu'on est fiers des recherches que vous faites. Je pense que vous contribuez largement à faire avancer la cause et je vous souhaite qu'un jour, d'une certaine manière, les recherches deviennent moins essentielles, puis ça voudra dire qu'on aura passé à autre chose et que, en tout cas, pour que ça deviendra quelque chose de normal dans la société et qu'on n'aura plus besoin de en fait, ce serait le fantasme ultime, je pense, d'une certaine manière, c'est qu'on passe à autre chose et que ça devienne banal d'une certaine manière. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Non, je suis complètement d'accord. Je dis toujours que c'est la seule manière que, d'une façon, je serais contente quand j'ai plus d'emploi. Ben, je le vois un peu comme ça. Et avant de vous laisser partir, j'ai deux questions très importantes pour vous. Êtes-vous allé voir un match des Wildcats de Moncton l'année passée? Oui. Qui était votre joueur préféré? Oh boy, Olivier Rodrigue. Ah, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Est-ce que ça veut dire que vous allez devenir une fan des Oilers d'Edmonton et non pas du Canadien de Montréal parce que c'est un joueur repêché par les Oilers? Mais en fait, un petit secret, ben c'est pas vraiment un secret du tout, mais j'ai démarré à Edmonton pendant 2 ans avant d'arriver à Halifax. Donc, j'ai devenu fan des Oilers, Cam Talbot spécifiquement. Mais le secret est que tout ce temps-ci, j'ai vraiment, vraiment aimé Marc-André Fleury. Donc, après que j'ai quitté Edmonton, j'ai devenu fan des Golden Knights pour Marc-André Fleury. Je voulais pas être partisane des Pittsburgh Penguins. Donc, c'est ça. Fait que on verra. Mais non, je suis très contente pour Olivier. J'espère qu'il fera vraiment bien à Edmonton. En gros, vous étiez gardienne de but, puis vous tripez gardien de but jusqu'au bout des doigts. Là. Et aussi Alexis Gravel à Halifax, je suis très contente que lui est revenu aussi. Donc. Tellement un gentil garçon, Alexis Gravel en plus. Merci beaucoup, Cheryl. Bonne continuité dans votre travail et on va se faire une promesse. On va se reparler d'ici quelques années pour, j'espère, constater des progrès et continuer d'avancer ensemble. C'est beau. Merci beaucoup. Merci à toi.